Le récit commun autour de l'intelligence artificielle et de la créativité se concentre en réalité sur la question de savoir si les machines remplaceront les artistes humains ou remplaceront des emplois. Mais ce que nous observons actuellement n'est pas un remplacement, mais une augmentation. L'intelligence artificielle devient un partenaire génératif. Dr Annette Doms, présidente directeur générale et directrice de l'avenir des affaires chez ICAA Strategies et vice-présidente chez Venture Intelligence Artificielle Allemagne. En tant qu'évangéliste de la technologie, ma mission n'est pas de faire la promotion excessive de la technologie, mais de construire des ponts de compréhension et de rendre la technologie tangible à travers l'art, mais peut-être aussi à travers les livres. Mon travail consiste à aider les gens non seulement à devenir des consommateurs de l'avenir, mais aussi des co-créateurs. Il s'agit vraiment de comment nous construisons, déployons et réglementons l'intelligence artificielle sur le terrain. Nous devons être radicalement honnêtes sur ce que l'intelligence artificielle peut faire et ce qu'elle ne peut pas faire. Pour moi, l'art et les technologies ont toujours parlé le même langage, le langage de ce qui pourrait être. Nous entrons maintenant dans la troisième vague de transformation numérique où la création de valeur peut être programmée. C'est aussi réel, aussi révolutionnaire que le passage à Internet. Bienvenue à l'émission de podcast YouTube de Denise Guarda, une fois de plus, en partenariat avec businessabc.net, citiesabc.com et wisdomia.ai. Nous continuons à présenter et à mettre en avant des personnalités mondiales et j'ai eu le privilège d'avoir dans cette série certaines des personnalités les plus influentes de la technologie et des affaires dans le monde. Et l'une des choses que j'essaye de faire est toujours de regarder les personnes qui apportent beaucoup de bases à l'innovation et comment nous pouvons favoriser avec cette innovation de nouvelles solutions pour notre présent et notre avenir, mais aussi comment nous pouvons réellement contribuer à une meilleure recherche et de meilleures solutions pour notre société. Bon, je pense que nous sommes dans une situation où je pense que tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle, à la blockchain et au Web3 devient plus important que jamais, mais aussi plus difficile. D'une part, nous avons le fossé de l'intelligence artificielle, le fossé numérique, mais il y a aussi beaucoup d'opportunités. Aujourd'hui, je suis particulièrement ravi d'accueillir dans notre série une personne qui fait, je dirais, des ponts entre tous ces différents domaines. Je souhaite donc la bienvenue dans notre série à la Dr Annette Doms, une évangéliste de la technologie, entrepreneuse, experte en affaires futures et formatrice en entreprise. Le Web 3, je dirais, leader d'opinion mondiale, universitaire et orateur public. Le Dr Annette Doms a été présidente directeur générale et directrice du Future Business chez ICAA Strategies, GMB, un cabinet de conseil qui aide les entreprises à se transformer en utilisant des technologies comme le Web 3 et l'intelligence artificielle et la blockchain. Dans ce rôle, le Dr Annette guide des sujets d'avenir innovants dans le changement numérique, ce qui a contribué au livre blanc et aux stratégies pour des entreprises comme Deutsche Telekom, PwC et la Union Investment Bank, pour n'en nommer que quelques-unes. Le Dr Annette est également vice-présidente de Venture Intelligence Artificielle Germany, une organisation dont la mission est de faire de l'Allemagne un pionnier mondial de la transformation de l'intelligence artificielle responsable et sûre. Dans certaines de nos autres fonctionnalités, le Dr Annette est également partenaire chez NFTB où elle contribue au développement de solutions basées sur la blockchain et les NFT. Et leur travail comprend une partie de la stratégie numérique et du développement des médias sociaux et l'intégration de la blockchain avec les fonctionnalités de connexion de portefeuille en tant que cofondatrice. Elle était également la cofondatrice de X-Circle, une galerie d'art spécialisée dans la technologie blockchain. Et le travail comprenait la construction d'un marché non-fungible token avec intégration de portefeuille et la création et la vente de non-fungible token S sur plusieurs blockchains, plateformes telles que Solana, Ethereum et Polygon. De plus, notre travail et notre passion incluent des initiatives éducatives sur la blockchain et les stratégies Web 3 pour l'art numérique. En termes de également une partie de notre travail en tant que cofondateur, nous pouvons également ajouter qu'elle est la cofondatrice et directrice artistique d'Unpainted, la première foire d'art numérique en Allemagne, qui a présenté la relation entre l'art numérique et les technologies d'immersion. Et la foire a présenté plus de 50 expositions et inclut des performances, des concerts et des tables rondes. Elle est une personnalité mondiale de premier plan avec une forte présence sur LinkedIn.
et à apporter une contribution exclusive, mais aussi une ouverture dans les domaines des technologies émergentes, en particulier dans les domaines de la blockchain, de l'intelligence artificielle et du métavers. La liste continue, mais je fais une pause ici. Nous aurons d'autres domaines. Bienvenue dans notre série, Dr. Annette. C'est un plaisir de vous avoir ici. Merci, oui. C'est vraiment un honneur et un plaisir fantastique et je suis particulièrement excité parce que je pense que vous avez une telle panoplie de différents domaines allant des industries créatives aux très grands acteurs industriels, mais aussi avec le pont, avec l'interdisciplinarité qui est, je pense, un grand défi quand il s'agit de toutes les choses dont nous parlons ici. Donc, j'aimerais commencer par les bases. Et bien sûr, vous avez une énorme expérience en éducation et aussi dans beaucoup de différents domaines. Donc, votre carrière englobe l'art, la blockchain, l'intelligence artificielle et la transformation numérique. Qu'est-ce qui vous a inspiré à lier les mondes de la technologie, des affaires et de la créativité, en particulier à travers votre expérience dans l'éducation? Oui, quelle belle question pour commencer. Oui, parce que cela parle vraiment au cœur de quelque chose qui m'a guidée pendant des décennies. Vous savez, l'art et les technologies, là, pour moi, ont toujours parlé le même langage, le langage de ce qui pourrait être. Et les gens, oui, demandent souvent, alors que fait l'art avec l'intelligence artificielle, avec la blockchain et avec le futur des affaires? Et vous savez, je souris toujours et dis tout. Des peintures rupestres aux NFT, nos artistes ont toujours été des précurseurs de nouveaux outils, de nouvelles technologies qui nous aident vraiment à voir les choses différemment et à comprendre les technologies afin qu'à la fin, ils ne réagissent pas simplement au changement, ils le préfigurent et c'est le point et ils sont vraiment les rêveurs du changement bien avant que nous ayons même remarqué le sol qui bouge. Et cela me fascine beaucoup. Et donc, pour moi, les musées n'archivent pas simplement le passé. La vérité est qu'ils sont de véritables centres d'innovation. Donc, les artistes qui y sont collectés ont perturbé l'état de l'école et ils ont toujours créé des œuvres qui ont été nouvelles, radicales, également incomprises, jusqu'à ce que le temps rattrape leur vision. Et donc, peut-être pour vous donner un exemple concret, par exemple, au siècle dernier, lorsque les ordinateurs ont émergé, des pionniers comme Frida Nake, par exemple, sont immédiatement allés dans les universités pour collaborer et écrire des algorithmes qu'ils ont imprimés sous forme de dessins encombrants qui sont, soit dit en passant, très précieux aujourd'hui ou quand Internet est arrivé. Les artistes ont donc immédiatement compris que le code pouvait aussi être une toile. Et l'une de mes œuvres d'art sur Internet préférées, par exemple, a été créée en 1993, réalisée par Jody. C'est un groupe d'artistes. Et il affiche des codes American Standard Code for Information Interchange apparemment ennuyeux en vert sur noir sur l'interface utilisateur. Mais en effet, il révèle la disposition d'une bombe à eau cachée dans le code source. Et cette œuvre d'art est fantastique. Elle est à la fois en ligne et physique. C'est une œuvre d'art et c'est un avertissement. Nous rappelant ainsi que la technologie porte toujours des ombres et des lumières. Ouais. Et aujourd'hui, nous voyons le même esprit pionnier chez les artistes qui explorent de nouveaux médiums comme la blockchain, l'intelligence artificielle ou le métaverse. Et ce ne sont pas seulement des expériences numériques. Ce sont de vrais changements culturels. Pour répondre à votre question, mon travail a toujours consisté à faire des liens entre les différents éléments. Voilà. Donc, pas seulement entre les disciplines, mais aussi à travers le temps. Et soutenir des artistes ultra contemporains ou conseiller sur l'intégration technologique ou médiation entre les dirigeants d'entreprises. Donc, tout cela fait partie de la même mission pour rendre l'avenir lisible avant qu'il ne devienne évident. Alors, cela signifie donc faire le pont entre la technologie, les affaires et la créativité, comme vous pouvez l'imaginer. Ce n'était pas une décision stratégique. Donc, c'était peut-être la réponse à un plan plus grand ou à un appel plus profond. Donc, se tenir au bord où les idées deviennent réalité. Et j'adore aider les autres à traverser ces ponts. Et donc, à bien des égards, ma carrière a simplement consisté à rendre la connexion naturelle entre la technologie, les affaires et la créativité plus visible à travers l'art. Oui, c'est le point.
J'adore ça et c'est vraiment très important ce que vous venez de toucher parce que je pense que nous avons une grande division entre, les sciences, technologies, ingénierie et mathématiques et les sciences humaines et surtout en ce moment, il y a un grand défi avec l'intelligence artificielle et les industries créatives. Il y a donc beaucoup d'opportunités là-bas et je pense que ce que vous venez de dire est un élément clé car en fin de compte, beaucoup des plus grands changements de l'histoire ont été la relation entre comment vous mettez la créativité ou l'imagination, la technologie et bien sûr la portée à la société et aux affaires. Donc, vous avez fondé la première foire d'art numérique en Allemagne, ce qui était une initiative assez importante. Vous avez travaillé avec des NFT et de nombreuses innovations liées au Web3 et au métaverse. D'une part, vous avez mené d'importantes initiatives de transformation de l'intelligence artificielle dans votre parcours au sein de grandes entreprises. Alors, comment définissez-vous votre mission aujourd'hui, surtout en mettant ce pont, comme vous l'avez dit, en reliant les points en tant qu'évangéliste de la technologie et aussi en tant qu'experte en affaires futures? Oui, donc vous savez, ma mission s'est vraiment cristallisée lorsque j'ai reconnu un paradoxe récurrent au cœur de l'innovation, et c'est le dilemme de la poule et de l'œuf. Donc, les nouvelles technologies ont besoin d'utilisateurs pour prospérer, mais la plupart des utilisateurs n'adaptent la technologie que lorsqu'elle est déjà prouvée. Et c'est vraiment un gros problème. Et cette hésitation crée un seuil que de nombreuses idées révolutionnaires ne franchissent jamais. Et donc, aussi bien dans le monde de l'art que dans le monde des affaires, j'ai vu cela se produire encore et encore. Ainsi, les collectionneurs d'art hésitent à investir dans du nouveau, art inconnu et de nouvelles expressions d'art comme les NFT ou l'art généré par intelligence artificielle, non pas par manque d'intérêt, mais parce qu'ils ont besoin de cette validation institutionnelle. Oui, et de même, les entreprises retardent l'adoption de technologies transformatrices comme la blockchain ou le métaverse, également l'intelligence artificielle, jusqu'à ce que les concurrents fassent le premier pas. Oui, et très souvent, il est trop tard pour saisir le véritable avantage que nous pouvons avoir avec toutes ces technologies. Et ce qui me fascine, c'est à quel point ces schémas psychologiques sont similaires à travers les domaines. Oui, donc que ce soit le président directeur général évaluant l'intelligence artificielle ou un conservateur considérant l'art numérique, c'est toujours la même chose. Donc l'aversion au risque et le besoin humain de réassurance, oui. Donc c'est vraiment très excitant. Et en tant qu'évangéliste de la technologie, ma mission n'est pas de faire la promotion excessive de la technologie, mais de construire des ponts de compréhension et de rendre la technologie tangible à travers l'art, mais peut-être aussi à travers les livres. J'ai écrit ce livre pour les débutants. C'est à propos d'apprendre le Web 3 en 30 minutes. Donc, c'est vraiment sur la base et très facilement expliqué. Et donc, j'aide les gens à voir les technologies émergentes, non pas comme une menace, mais comme une opportunité de façonner l'avenir. Et c'est pourquoi nous travaillons avec des cadres qui cultivent ce que j'appelle l'intelligence pionnière. Oui, donc la capacité à percevoir la valeur avant que le consensus ne se forme. Et je suis sûre que vous connaissez cette citation d'Andy Warhol. Il a donc dit une fois que faire de l'argent est un art et qu'une bonne affaire est le meilleur art. Et cette citation résonne vraiment profondément en moi parce que l'état d'esprit créatif qui anime l'art est la même force qui alimente l'innovation. Et donc, mon travail consiste à aider les gens non seulement à devenir des consommateurs de l'avenir, mais aussi des co-créateurs de celui-ci. Et c'est très important pour moi. Et comme vous l'avez vu et décrit au début, je suis généraliste. Oui, donc mon sujet principal concerne le nouvel Internet et le Web 3 avec ses technologies de base que je dis toujours qu'ils agissent comme des piliers. Donc, la blockchain, la couche de confiance et le métavers, la couche d'expérience et l'intelligence artificielle, la couche d'intelligence. Et donc, pour moi, ce sont toutes des technologies d'efficacité. Oui, ce sont une extension de notre monde réel et des opportunités pour réaliser de nouvelles affaires, des modèles d'affaires pour l'avenir. Et donc, ma mission est d'éduquer et aussi de développer et de déployer de nouveaux modèles d'affaires avec nos clients. Donc, oui, c'est ça, c'est mon cœur, ma passion. Oui,
C'est inspirant. J'aime la façon dont vous avez assemblé le désassemblage. C'est en fait assez unique parce que je pense que parmi les 400 personnes que j'ai interviewées ici, nous étions les premiers, même les plus créatifs, à assembler cela de manière très équilibrée et harmonieuse. C'est un élément clé et je pense que plus que jamais, nous devons apporter cela. Vous avez bien sûr une éducation fantastique en tant que docteur en philosophie de l'histoire de l'art, avec des études mineures en psychologie qui ont bien sûr beaucoup façonné votre passion. Et aussi, la philosophie est plus importante que jamais dans la technologie et c'est par l'université Ludwig Maximilians à Munich. Comment ce parcours, je parle plus du côté académique, car bien sûr, le doctorat et aussi la plupart des études autour de l'intelligence artificielle vont dans la direction de la psychologie et surtout comment la philosophie affecte la technologie et surtout l'intelligence artificielle et la blockchain. Donc, à partir du travail approfondi que vous avez fait dans les projets de blockchain qui font le lien, comme vous l'avez mentionné, entre les affaires et l'art, comment voyez-vous le rôle de la blockchain et du Web 3 évoluer? Bien sûr, il y a les crypto-monnaies, mais derrière les crypto-monnaies, il y a, comme vous l'avez mentionné, vous avez beaucoup travaillé avec les NFT, mais aussi vous êtes très proactif dans des secteurs comme l'éducation, la finance et la culture. Alors, comment voyez-vous ce genre de convergence, mais aussi avec votre parcours à la fois académique et professionnel? Oui, donc vous l'avez dit, merci pour cette question. Quand on parle de blockchain, beaucoup pensent d'abord à Bitcoin et aux crypto-monnaies, n'est-ce pas? Et c'est comme réduire tout l'Internet à un simple email. Et en effet, Bitcoin a été la première blockchain à être développée et elle a été créée comme un système de paiement de pair à pair. Mais la véritable révolution réside dans la capacité de la blockchain à décentraliser la confiance, n'est-ce pas? C'est la partie la plus importante. Et cela est possible grâce à des contrats intelligents programmables. Et peut-être pour le répéter, un contrat intelligent est un accord numérique qui est automatiquement exécuté lorsque certaines conditions sont remplies. Et soudainement, nous n'avons plus besoin de banque ou d'avocat ou de notaire pour vérifier les accords. Et donc, ce n'est pas seulement de l'efficacité, c'est vraiment de l'autonomisation. Et prenons les non-fungible tokens comme exemple, qui ont provoqué un engouement massif en 2021 lorsque les gens ont soudainement dépensé des millions de dollars pour ces singes de dessins animés, les soi-disant singes avortés. Mais derrière cet engouement se cache vraiment un concept révolutionnaire. Donc, la combinaison d'un fichier numérique qui peut être n'importe quoi, audio, vidéo, une image, et cette combinaison avec des contrats intelligents pour créer un fichier unique. Donc, un non-fungible token représente un actif unique, un fichier unique, et le rend ainsi un fichier numérique, plus un contrat intelligent devient un jeton non fongible, donc un jeton non modifiable. Cela crée donc vraiment une propriété numérique vérifiable. Et c'est comme une signature sur un fichier numérique, comme une signature sur une peinture de Picasso. Alors, il y a une vérification de l'authenticité et cela ouvre de toutes nouvelles possibilités pour la propriété numérique dans un monde où les actifs numériques étaient faciles à copier et donc pratiquement sans valeur. C'est vrai. Et donc, ce principe transforme déjà l'éducation. Ouais. Donc, si vous imaginez des diplômes et des certifications stockées de manière immuable sur une blockchain, il n'y a plus de bureaucratie ou de falsification normale et les étudiants peuvent vraiment posséder leurs actifs personnels dans leur portefeuille personnel. Et en finance, la blockchain permet des contrats auto-exécutés ou des prêts ou des assurances décentralisées et au moins aussi l'accès au capital pour ceux qui sont traditionnellement exclus. C'est ce que nous aimons sur la blockchain. Et dans la culture, nous avons des valeurs économiques complètement nouvelles. Donc, je suis sûre que vous connaissez ce modèle X pour gagner. Donc, nous savons. Et dans la culture, ce qui m'excite, c'est que nous redéfinissons vraiment la propriété à l'ère numérique. Et donc, pour la première fois, nous pouvons vraiment posséder des bis et des octets, comme des livres et des maisons. Et ce n'est pas seulement une mise à niveau technologique, c'est donc un changement de civilisation. J'aime ce que vous avez dit.
Et je pense que vous l'avez très bien exprimé, car en tant qu'auteur universitaire et homme d'affaires, vous combinez tout cela. Mais l'une des questions, et j'ai une question de soupe à ce sujet, c'est l'un des défis que j'ai rencontrés. Donc, j'ai aussi enseigné et je pense que j'ai probablement enseigné à plus de 1000 étudiants. Et l'une des choses que j'ai réalisées, c'est que c'est une question d'étape de soupe, mais c'est essentiel, surtout ce que vous avez mentionné à propos de cette plateforme, comme vous l'avez mentionné aux Philippines, et la capacité des étudiants, donc d'après votre expérience, parce que l'un des défis auxquels j'ai été confronté, et c'est en fait l'une des choses que je fais sur cette chaîne, c'est le processus de transformation numérique que je sais que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, mais aussi il y a un divorce massif, surtout en Europe, mais aussi partout dans le monde. Entre ces outils que vous venez de mentionner, j'ai besoin d'éducation et j'ai constaté que beaucoup d'universités ne poussent pas certaines de ces choses. Et il y a aussi, comme nous l'avons mentionné auparavant, un énorme fossé en intelligence artificielle et un fossé numérique. Donc, de cette partie particulière, vous avez d'abord mentionné toutes ces plateformes et vous avez votre livre qui est disponible et il y a beaucoup de publications. Vous avez une présence très dynamique. Que pensez-vous que nous puissions faire pour apporter ces outils Web3, comme vous l'avez dit, à ces jeunes, en particulier à la jeune génération et aux organisations éducatives? Je pense que le problème ne concerne pas seulement les jeunes, mais aussi les enseignants et les universités. Je travaille dans ce domaine. Avec la blockchain, c'est encore trop complexe actuellement. Oui, donc l'expérience utilisateur est la clé aussi dans le métavers. Donc, si les choses deviennent plus faciles, donc l'adaptation de masse est plus proche que nous le pensons et l'éducation est la clé. Oui, donc, et oui à la fin. Donc, dans les écoles où l'éducation en général ne progresse vraiment pas très vite. Donc, c'est la même chose comme depuis des siècles. Et le fait est que je ne pense pas que la nouvelle génération ne soit pas ouverte à cela. Ils sont peut-être plus dans ces sujets que leurs enseignants. Donc, les garçons jouent à Fortnite depuis des décennies maintenant et ils sont également habitués à utiliser les médias sociaux et la technologie. Ils adaptent donc immédiatement à la technologie, mais le système éducatif est un peu en retard et donc c'est un véritable fossé. Mais oui, donc il doit être ouvert au changement. Et bien sûr, c'est beaucoup de travail responsable de changer, surtout quand il s'agit de contenu éducatif. Mais donc, cela doit être fait très bien. Donc, ces institutions et organisations doivent vraiment travailler avec des experts. Avant tout, pour une expérience utilisateur facile et un accès optimal, l'infrastructure doit fonctionner. Et oui, donc, mais il y a un grand écart, oui, parce que dans la façon dont les étudiants apprennent réellement et dans ce qu'ils feront à l'avenir, oui, et nous devons vraiment travailler à cela. Et je vois définitivement ce fossé. Mais vous devez être curieux pour vous-même. Oui, donc c'est ça. Besoin de base, car beaucoup de gens ont encore, oui, encore cette peur de la technologie et vous ne pouvez pas le lire dans la presse. Oui, donc la presse, N'est pas... c'est le problème. Ouais, c'est l'élément clé et je pense que votre travail est fascinant parce que vous l'apportez de manière très pratique. Donc, dans votre travail de conseil chez ICI CAI Strategist, comment guidez-vous les grandes entreprises? Nous avons mentionné cela dans l'éducation, mais vous avez travaillé avec de grandes entreprises que j'ai mentionnées auparavant, comme Deutsche Telekom, PricewaterhouseCoopers. Comment utilisez-vous vos méthodologies pour adopter ces technologies émergentes sans être submergé, comme vous l'avez dit, et en laissant également de la place pour les modèles d'affaires traditionnels qui, vous savez, l'autre jour, si vous regardez l'économie mondiale, les plus grandes entreprises sont dans ces domaines, mais le reste de l'économie mondiale n'est pas concerné. Votre travail, troisième économie mondiale, présente une énorme opportunité et un défi nationalement et internationalement. C'est aussi une opportunité, mais j'aimerais votre avis. Oui, c'est vraiment une question cruciale. Et vous savez, donc à la fin, les grandes entreprises comme Télécom, KPMG Deloitte et PricewaterhouseCoopers et ainsi de suite ont établi des départements d'innovation impressionnants. Donc, ce que j'ai fait pour Télécom, j'ai été invitée en tant qu'expert en métaverse pour contribuer à leur livre blanc sur les directives éthiques du métaverse. Et j'ai fait beaucoup cela aussi pour Union Investment et les banques et ainsi de suite. Mais notre travail à la ICAE est plus axé sur le Mittelstand, donc l'épine dorsale de l'économie allemande.
Et donc, ces entreprises sont de classe mondiale dans leur domaine, mais souvent plus prudentes lorsqu'il s'agit de perturbations numériques. Et ce que nous entrons maintenant est ce que j'appelle la troisième vague de transformation numérique. Donc, et c'est l'économie tokenisée, oui, donc où la création de valeur peut être programmée. Nous avons discuté de cela dans la dernière question et cela semble abstrait pour de nombreuses entreprises au début, mais c'est aussi réel et révolutionnaire que le passage à Internet. Et donc, l'erreur la plus courante que nous rencontrons lorsque nous discutons avec des entreprises, c'est que les organisations commencent par des projets qui sont trop complexes. Oui, alors pensée facile. Et donc, notre approche est arithmétique, donc c'est très simple, mais stratégiquement, donc avec 4 phases essentielles. Alors, tout d'abord, l'évaluation, donc l'identification de cas d'utilisation à très haut potentiel en interne qui pourraient être développés avec des technologies disruptives. Ensuite, l'expérimentation, donc vraiment la construction de prototypes ou de projets pilotes qui testent des hypothèses. Ensuite, Crust via pouvait débuter l'exécution avec des concepts validés. Vous pouvez donc intégrer des outils validés et des flux de travail réels et forcer son expansion. Vous pouvez donc mettre à l'échelle ce qui fonctionne avec une boucle de feedback continue. C'est donc notre approche et cette méthode évite vraiment, appelons-le théâtre de l'innovation. Théâtre, oui, donc, et cela force une véritable transformation et cela crée également un espace pour l'adoption culturelle qui est aussi importante que la préparation technologique. Et donc, à la fin de la journée, les meilleurs projets technologiques ne seront pas ceux qui effacent la tradition, mais qui l'étendent. Il s'agit de l'extension en ce moment. Et je dirais que la grande transformation respecte ce qui est venu avant, pendant que nous imaginons ce qui est possible. Oui, vous avez abordé cela, c'est vraiment la chose la plus importante et c'est extrêmement difficile, mais c'est extrêmement gratifiant. Mais c'est aussi une question de mentalité et j'aime la façon dont vous l'avez formulé parce que cette mentalité est l'élément clé. Donc, l'une de vos plus grandes positions est en tant que vice-président de Venture Intelligence Artificielle Allemagne où vous aidez à positionner l'Allemagne à l'avant-garde de l'intelligence artificielle responsable. Donc, je vais utiliser une de vos citations parce que j'aime que vous ayez en fait mis dans l'un de vos postes l'intelligence artificielle ne nous remplacera pas les humains, mais ceux qui la maîtriseront sécuriseront un avantage concurrentiel. Donc, quand il s'agit de l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de désinformation, beaucoup de ce que je dirais être de la peur, de l'anxiété et aussi de la panique et aussi de l'ignorance. Je pense que probablement le pire est l'ignorance, donc l'Allemagne étant l'une des plus grandes économies et est toujours en tête dans la fabrication et est en tête et le moteur de l'Europe, donc bien sûr, et aussi l'Europe est beaucoup moins entrepreneuriale que les États-Unis. Et je vais juste utiliser une citation, mais je ne vais pas mentionner la source. C'est un ami à moi qui est une très grande technologie et l'intelligence artificielle, en fait, l'une des plus grandes personnalités de l'intelligence artificielle dans le monde, qui l'a dit, les États-Unis construisent l'intelligence artificielle, l'Europe la légalise ou crée une réglementation pour elle, et la Chine parfois et l'Asie la copient. Donc, je pense que le point maintenant, en tant que vice-président de la Venture Intelligence Artificielle, donc vous êtes concentré tout d'abord à positionner l'Allemagne à l'avant-garde de l'intelligence artificielle responsable. Donc, j'aimerais en savoir un peu plus sur cette organisation. Comment vous voyez le capital risque en Allemagne et en Europe? Et aussi, nous voyons ce que signifie l'intelligence artificielle responsable en pratique, parce qu'en Europe, en ce moment, le défi est que nous avons tellement de recherches et nous avons une énorme quantité de recherches académiques. Nous avons 2 romans qui sont venus d'Europe récemment, qui provenaient en fait de l'intelligence artificielle. Et j'aimerais entendre vos points de vue, mais aussi cette partie de l'intelligence artificielle responsable et aussi sur ce qu'est l'événement à travers l'intelligence artificielle Allemagne. L'intelligence artificielle responsable est donc un mot à la mode en ce moment. Donc, il y a un danger de devenir sans signification, n'est-ce pas? Donc, pour moi, l'intelligence artificielle responsable ne concerne pas les débats éthiques théoriques. Oui, donc il s'agit vraiment de comment nous construisons, déployons et gouvernons l'intelligence artificielle sur le terrain. Donc, dans un vrai bon contexte. Et cela commence vraiment par la transparence. Nous devons donc être radicalement honnêtes sur ce que l'intelligence artificielle peut faire et ce qu'elle ne peut pas faire.
Nous parlons donc toujours de l'intelligence artificielle faible. Nous ne sommes pas à ce point où nous avons une intelligence artificielle forte. Donc, avec une intelligence générale semblable à celle de l'homme, ce n'est pas le point. Ce sont donc des systèmes ou des modèles mathématiques façonnés par des données créées par l'homme et avec tous les biais et limitations qui ont été créés par des données faites par l'homme. Il n'y a donc pas de magie ici. Donc, seulement des systèmes qui doivent être compris et non pas mal compris. Et ce que nous suivons chez Intelligence artificielle Venture Germany, c'est un fort accent sur la conception centrée sur l'homme. L'intelligence artificielle responsable est donc très importante, je suppose. Elle ne vise pas une automatisation aveugle. Elle soutient et améliore la prise de décision humaine et surtout dans des domaines tels que les droits de la vie ou les moyens de subsistance. Et quand ils sont en jeu, et donc nous devons nous assurer que les humains restent responsables du résultat. Ouais, donc parce qu'à la fin, la technologie n'est pas un problème. Donc la technologie est géniale. Ouais, aussi comme la blockchain. Donc c'est à propos des gens, comment ils traitent l'intelligence artificielle. Et donc les humains ne sont pas toujours bons, et surtout quand il s'agit de pouvoir et d'argent. Il y a donc beaucoup de mauvais usages et de faussetés qui circulent. Et nous devons faire face à cela. Et aussi pour que nous ne perdions pas la réalité. Oui, afin que nous puissions vraiment distinguer ce qui est réel de ce qui ne l'est pas, parce que l'intelligence artificielle semble ou répond d'une certaine manière. Pendant ce temps, c'est vraiment bien que, oui, c'est émotionnel et cela crée des phrases et des réponses qui vous font vraiment vous sentir bien. Oui, ça a l'air réel, mais nous ne devons pas oublier qu'il y a encore beaucoup d'hallucinations et que c'est une boîte noire. Et ce sont des problèmes avec lesquels nous sommes confrontés et il ne s'agit pas de décharger la responsabilité sur les algorithmes. Nous devons donc vraiment regarder les humains pour être responsables des résultats. Nous avons donc besoin de réglementation et de droits autour de l'intelligence artificielle. Et par exemple, la blockchain pourrait aider. Donc, si nous combinons les créations d'intelligence artificielle avec la blockchain, nous pourrions avoir la source de ces créations. Et surtout, l'intelligence artificielle responsable est en cours. Oui. Donc, les systèmes d'intelligence artificielle ne restent pas statiques. Et donc, ils évoluent, ils dérivent, ils prennent en compte de nouvelles entrées. Et donc, les audits ponctuels ne suffisent pas. Oui. Nous avons donc besoin d'une surveillance continue et de gouvernements qui s'adaptent à la technologie. C'est primordial. Nous travaillons également sur cela. Et comme vous l'avez mentionné, l'Allemagne, donc en Allemagne, nous avons cette tradition profondément enracinée de technologie Folgenabschätzung, ce qui signifie l'évaluation de l'impact de la technologie. Et cela nous donne un avantage unique car nous sommes culturellement programmés pour poser les bonnes questions dès le début, donc très tôt. Et ce qui est excitant, c'est que l'œil responsable n'est pas un frein à l'innovation, c'est un moteur de celle-ci. Et les systèmes qui sont construits avec soin, avec contexte, avec une valeur humaine au cœur, s'avèrent être les systèmes les plus robustes et les plus fiables et finalement aussi les plus réussis. Donc, les gagnants dans le domaine de l'intelligence artificielle ne seront pas les plus rapides, je dirais. Ce seront ceux qui avanceront avec la plus profonde intégration de la technologie, de l'humanité et du but. Oui, c'est un élément clé. Et je pense que vous avez mentionné que l'intelligence artificielle responsable devient un jargon, mais je pense que c'est juste entre nous. Parce que nous en faisons partie, mais il reste un énorme travail à faire, car vous avez soulevé un point crucial. C'est juste l'importance de l'intelligence artificielle responsable et de définir aussi comment cela impacte la construction, car en fin de compte, l'intelligence artificielle est construite à partir d'une intelligence collective humaine. Et je pense que l'Europe a fait un travail fantastique en mettant en place des cadres sur cela, et l'Allemagne est fantastique. Je pense que l'une des choses à propos de l'Allemagne est qu'elle est probablement l'une des structures les plus organisées en termes de cadrage de beaucoup de cette innovation. Mais je pense que la question que j'aimerais juste comme une sous-question sur cela, et aussi avant que nous passions à la question suivante, c'est juste dans le cas de l'allemand, donc par exemple certaines des données, et je me prépare pour la réunion. Je pense qu'il y a environ 687 startups en Allemagne
Et dans le monde, il y a 10 000 startups. Et par exemple, les États-Unis dominent avec 5 500. Mais je parle bien sûr de grandes startups. Bien sûr, si vous allez petites et moyennes entreprises et petites startups, nous avons des chiffres beaucoup plus importants. Mais j'aimerais juste, si vous pouviez mettre en évidence, à partir du travail que vous faites dans l'organisation, quels sont certains chiffres que vous voulez partager avec nous ou certaines des choses. Bonjour, pouvez-vous nous entendre? Ouais. Alors d'accord, donc ma question est, en termes de travail que vous faites avec le SSC, avec, votre Venture Eye Germany, s'il y a des chiffres que vous pouvez partager et certaines initiatives que vous pouvez partager qui peuvent, en fait, je pense, être prises au Royaume-Uni où je suis basé ou en Europe en général? Ouais, vous savez, il y a beaucoup de startups en Allemagne et beaucoup d'entreprises technologiques qui viennent en Allemagne, surtout dans le sud, à Munich où je vis. Mais si vous le découvrez, par exemple, hier, j'étais à un événement et il s'avère que les gens en Allemagne dépensent plus ou investissent plus d'argent dans la loterie que dans les startups. Ouais. Donc, c'est vraiment la réalité. Donc, en comparaison avec, les États-Unis, ouais, donc c'est comme ça et ouais, donc il y a trop de bureaucratie, donc il y a trop d'administration encore, ouais, et c'est la gestion des risques et cela peut être, différent au Royaume-Uni, je ne sais pas, donc l'ouverture réelle à investir dans des sujets, futurs inconnus, c'est un peu plus petit que peut-être dans d'autres pays et en termes de réglementation, oui, oui, nous avons une réglementation et c'est bien d'avoir une réglementation, mais, c'est aussi dangereux de trop réglementer. Ouais, donc, nous avons besoin de quelque chose au milieu pour que nous n'évitons pas l'innovation. Ouais, donc parce que c'est le mauvais côté de l'effet secondaire d'investir dans l'innovation aussi. Donc la surréglementation. Ouais, donc ensuite et je pense que vous avez touché un point très important. Je pense qu'en Europe, nous avons besoin de combiner l'innovation, en particulier dans l'académie et la recherche. Il y a une grande opportunité et cela m'amène à ma prochaine question. Donc, vous avez fait des recherches sur l'intelligence artificielle et aussi comment mettre en œuvre l'intelligence artificielle, en particulier l'intelligence artificielle de manière responsable à grande échelle. L'Allemagne possède de grands acteurs de renommée mondiale. Pour nous, j'interviewe ici dans cette série des gens de Siemens. Et pour cette chose, je veux juste utiliser cette citation. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup inspiré. C'est que par exemple, dans le cas de Zimas, j'ai interviewé 2 des directeurs et ils ont dit que l'intelligence artificielle a donné plus de pouvoir à la plupart de leurs employés. Et ils ont en fait, même des personnes qui n'étaient bien sûr pas très à l'aise avec le numérique, sont devenus un moyen et un outil pour les rendre beaucoup plus productifs et en fait, créer de nouveaux flux de revenus. Donc, à partir de vos recherches et également de votre conseil et aussi du travail académique et lié à l'industrie et aussi sur la partie créative de l'innovation, quels sont les plus grands défis auxquels les entreprises sont confrontées aujourd'hui en matière de mise en œuvre de l'intelligence artificielle à grande échelle? Oui, donc vous savez, l'écart entre le potentiel théorique de l'intelligence artificielle et sa mise en œuvre pratique est ou reste étonnamment large. Donc le premier grand défi est vraiment l'écart de réalité des données. Ce que nous réalisons lorsque nous venons dans des entreprises pour conseiller en intelligence artificielle, c'est que beaucoup d'entreprises abordent l'intelligence artificielle avec des attentes irréalistes concernant leurs actifs de données. Donc, nous avons beaucoup, vraiment une énorme quantité, une abondance de données en Allemagne. Mais oui, donc les données doivent être structurées et beaucoup d'entreprises sont aussi des personnes privées ici. Nous avons entendu dire que les données sont le nouveau pétrole ou que l'intelligence artificielle est la nouvelle électricité. Il y a donc une très forte pression pour participer à tout cela. Mais ensuite, nous découvrons que les personnes, les entreprises découvrent que leurs données sont fragmentées à travers les systèmes ou mal structurées ou parfois simplement insuffisantes pour l'intelligence artificielle. Et même les grandes entreprises avec une abondance de données trouvent souvent que leurs données ne sont pas organisées pour soutenir la mise en œuvre de l'intelligence artificielle. Oui, et c'est là que nous commençons. Donc, ce que nous faisons, c'est préparer les données pour la mise en œuvre de l'intelligence artificielle. Et cela, bien sûr, nécessite du temps et c'est aussi un investissement. Mais ensuite, il y a toujours ce décalage de talent. Il ne s'agit donc pas seulement d'embaucher des scientifiques de données ou des ingénieurs prompts. Ce que nous voyons, c'est que les mises en œuvre les plus réussies
proviennent d'équipes interdisciplinaires. Donc, les équipes combinant l'expertise du domaine avec la connaissance technique, mais ces professionnels hybrides sont toujours très, très effrayés. Le troisième et peut-être le plus important sont les gouvernements. Donc, c'est pour de nombreuses organisations. Beaucoup d'organisations traitent l'intelligence artificielle comme un logiciel ou un logiciel traditionnel et avec des exigences fixes et des cycles de déploiement linéaires. Mais, et vous le savez mieux que quiconque, l'intelligence artificielle est différente. Oui, c'est probabiliste, c'est itératif, c'est dépendant du contexte. Et donc, les gouvernements doivent être productifs, dynamiques, orientés vers l'avenir, concentrés sur les résultats et les risques, et également sur une évaluation continue. Et donc, en comparaison avec les logiciels, les systèmes d'intelligence artificielle nécessitent des approches de développement différentes, des méthodologies de test et une supervision opérationnelle. Et donc, c'est la plus grande différence et peut-être aussi le plus grand défi dans la mise en œuvre de l'intelligence artificielle. Et ces défis varient également avec la maturité. Ainsi, les entreprises en phase de démarrage sous-estiment souvent la complexité technique et les entreprises patrimoniales ont du mal à intégrer les systèmes d'intelligence artificielle dans leurs processus existants ou dans leur culture également. Et oui, donc la voie à suivre, donc mon conseil est d'abord d'investir dans l'infrastructure de données. Donc, avant l'algorithme, cultiver des équipes et des talents interdisciplinaires et développer des gouvernements qui ne sont pas seulement conformes, mais stratégiques. L'éducation est la clé, comme vous l'avez dit et comme l'a démontré Siemens. Donc, ce que nous appelons des employés assistés par intelligence artificielle ou des travailleurs assistés par intelligence artificielle, donc c'est peut-être le début de chaque entreprise. Donc, vraiment pour enseigner et éduquer les employés parce que c'est définitivement productif pour l'avenir. Vous pouvez le ressentir tout de suite. Donc, lorsque les employés sont plus efficaces dans leur travail et peuvent automatiser leurs tâches quotidiennes. Tâches quotidiennes. Et oui, donc finalement, les entreprises les plus prospères seront celles qui reconnaissent que la construction d'une intelligence artificielle efficace n'est pas un voyage, mais plutôt une destination. Et c'est certainement une destination très importante parce que, et j'aime ce que vous avez mentionné, surtout le pont entre le voyage et comment nous avons assemblé l'éducation et les différentes parties de l'écosystème. Donc, une des choses que j'aime dans votre travail et dans vos recherches est ensuite le focus spécifique sur l'intersection de l'intelligence artificielle et de la créativité humaine. Comme vous l'avez déjà mentionné, j'apprécie particulièrement vos propos à ce sujet. La citation de n'importe quel monde, je pense que c'est en fait quelque chose que j'ai entendu une fois, mais je n'y ai pas pensé autant que je le devrais et je pense que c'est vraiment important parce que je pense que nous devons apporter cela spécialement à l'Europe. Je suis une personnalité très européenne. Alors comment voyez-vous l'intelligence artificielle transformer des industries comme l'art, l'éducation et la finance au cours de la prochaine décennie? Et surtout, j'aimerais que vous abordiez probablement l'art et l'éducation parce que je pense l'un des défis actuels avec tous ces incroyables outils d'intelligence artificielle, et je les utilise tous, et par exemple, vous aussi, le métaverse, le Web3, et où il y a tellement d'opportunités, et vous avez mentionné, j'aime ça, dans une de vos réponses, vous touchez beaucoup d'outils, et par exemple, les Philippines, ce qu'ils créent, en fait, de nouveaux talents massifs et de nouvelles possibilités, mais, et je veux être provocateur dans la question, mais aussi dans la complémentation, c'est des services, et vous touchez, par exemple, les gens jouent à des jeux, il y a 3,5 milliards de personnes qui jouent à des jeux tous les jours. Et le... Défi pour la partie 5, je pense que le marché, c'est un énorme marché. Oui, oui. Mais le défi est que, d'accord, ces gens jouent, mais ils ne voient pas cela d'un point de vue commercial et d'un point de vue créatif. C'est un paradoxe, donc ils deviennent comme des zombies à bien des égards. Alors, comment pouvons-nous tout d'abord, et je sais que vous êtes également très concentré sur l'éducation, surtout dans l'éducation artistique, comment pouvez-vous combiner cela? Parce que l'autre jour, l'industrie de l'art, avec des exceptions, est très fragile. Et bien sûr, quand il s'agit d'éducation, nous touchons beaucoup de domaines différents. Et bien sûr, la finance est à un autre niveau. Donc, je pense que c'est ce genre d'intersection entre l'intelligence artificielle et la créativité humaine, mais aussi comment transformer ces industries et donner du pouvoir aux gens. Oui, donc, vous savez, le récit commun autour de l'intelligence artificielle et de la créativité se concentre en fait sur la question de savoir si les machines remplaceront les artistes humains ou les emplois.
Oui, et à la fin, comme si vous regardez en arrière, parce que l'histoire nous enseigne tout sur l'industrialisation. Donc, les gens avaient déjà peur pour leurs emplois, mais à la fin, il y avait plus d'emplois que pour. Et la même chose se produit maintenant avec l'intelligence artificielle. Donc, cela se produit d'abord, mais ce que nous observons actuellement n'est pas un remplacement, mais une augmentation et une expansion de ce qui est possible lorsque l'intention humaine et les capacités de la machine travaillent ensemble. Oui, et dans l'art, l'intelligence artificielle devient un partenaire générateur. Oui, c'est ainsi que j'ai vu des artistes travailler avec l'intelligence artificielle, des artistes comme Rafik Anadol, qui est un artiste très célèbre dans l'intelligence artificielle, par exemple. N'utilisez pas l'intelligence artificielle pour l'efficacité ou pour l'efficacité. Il collabore donc avec l'intelligence artificielle pour générer de nouvelles éthiques vraiment nouvelles dans l'art. Oui, des éthiques qui n'auraient pas pu être imaginées avant l'intelligence artificielle. Et ce que nous voyons maintenant, ce sont des langages visuels entièrement nouveaux dans l'art. Et cela représente vraiment de nouvelles frontières artistiques, des frontières artistiques. Et il y a différentes façons de travailler avec l'intelligence artificielle, mais la plupart des artistes collaborent avec l'intelligence artificielle et en ont besoin. Ils la forment donc avec leurs propres œuvres, par exemple, où ils posent des questions qui, en réalité, ne pourraient pas être répondues, par exemple. Et à la fin, tout est une question de prompt. Donc, si je devais créer une œuvre d'art, ce ne serait pas la même chose qu'un véritable artiste formulant une incitation pour son œuvre d'art. Donc, ce n'est pas différent de ce qui se passe dans la vie réelle. Donc, il y a l'idée et l'idée est la chose la plus importante. Et cette idée doit être mise en mots. Et l'invite est la chose la plus importante dans la création d'art intelligence artificielle. Seuls des artistes de génie peuvent le faire. C'est mon avis. Et dans l'éducation, les rôles de l'intelligence artificielle vont bien au-delà de la personnalisation. Il s'agit donc d'équité et d'accès. Ainsi, lorsque l'intelligence artificielle peut s'adapter à différents contenus et styles d'apprentissage et contextes culturels, elle a vraiment le potentiel de remodeler qui a accès et comment. Et aussi en finance, il ne s'agit pas seulement d'automatisation, il s'agit d'innovation. Et l'intelligence artificielle permet une modélisation des risques plus nuancée, par exemple des produits financiers et un accès plus personnalisé. Il s'agit aussi toujours d'accès aux services pour les communautés précédemment mal desservies. Et donc, en regardant vers l'avenir, je dirais que les organisations qui prospéreront ne se contenteront pas de déployer l'intelligence artificielle pour optimiser. Et ils l'utilisent donc pour réimaginer leurs valeurs pour la société. Je suis donc vraiment convaincue de cela. La véritable division ne sera donc pas entre ceux qui adoptent et ceux qui n'adoptent pas. Donc, ce sera entre ceux qui utilisent l'intelligence artificielle pour renforcer les anciens modèles et ceux qui l'utilisent pour créer de nouvelles formes de valeurs. Et c'est vraiment possible avec l'intelligence artificielle. Je suppose donc que la prochaine décennie ne sera pas définie uniquement par l'intelligence artificielle elle-même, mais par la qualité de l'imagination humaine dans l'application de ces outils. Et maintenant, nous revenons encore une fois à l'approche centrée sur l'humain dans l'intelligence artificielle et toutes ces technologies. Donc, les humains seront plus importants à l'avenir que les technologies, et je suis assez convaincue de cela. J'adore cela et c'est essentiel et cela m'amène à ma prochaine question qui est donc à travers votre travail avec des organisations comme l'école XR Explorer et l'Académie pour les esprits disruptifs, vous aidez à réimaginer l'éducation. Donc c'est précisément ce que vous venez de mentionner. Donc combien est important ce côté immersif de la technologie et de la créativité en XR et l'éducation blockchain pour les prochaines générations? Avez-vous des enfants? Oui, oui. Donc c'est très impersonnel pour moi. Oui, donc j'ai une fille, elle a 20 ans, elle a maintenant 20 ans. Et alors quoi? J'ai été témoin du système scolaire ces dernières années et comme nous l'avons déjà mentionné, l'éducation est l'un des rares systèmes qui n'a pas fondamentalement changé depuis des siècles, même si tout le reste a changé.
Ainsi, ce décalage crée vraiment un déconnectement croissant entre la façon dont les étudiants apprennent et la façon dont ils devront travailler à l'avenir. Donc, nous avions déjà cela. Ainsi, la réalité étendue et la blockchain ne sont pas de simples outils novateurs. Ils sont donc des facilitateurs d'un nouveau paradigme éducatif. Et je travaille dans ce domaine en tant que membre du conseil consultatif pour les écoles réalité étendue. Explorer, par exemple, nous soutenons les écoles qui intègrent les technologies réalité étendue dans le système scolaire. Ce n'est pas facile pour eux et la plupart du temps, ils le font pendant leur temps libre et le vendredi après-midi et c'est surtout du travail bénévole. Mais avec réalité étendue, l'apprentissage devient incarné. Oui, donc les étudiants n'apprennent pas Rome avec du texte. Ils se promènent dans les rues. Oui, donc c'est un apprentissage complètement différent et ils n'ont pas commencé une étude en molécules. Ils les manipulent dans des espaces 3D et ce genre d'apprentissage expérimental, l'apprentissage spatial, crée une compréhension plus profonde. Il y a vraiment des études à ce sujet et la rétention. Et à la fin, c'est différent entre connaître quelque chose ou entre le ressentir, oui. Et c'est une grande chance pour l'éducation future. Et je pense que les personnes qui ont déjà essayé l'Apple Vision Pro, par exemple, oui, cela le rend plus tangible. Donc, peut-être que le public doit aussi garder à l'esprit que nous devons l'essayer. Votre expérience pratique est très importante et lorsque nous soutenons les écoles, bien sûr, nous l'essayons. Et oui, donc l'informatique spatiale, l'apprentissage spatial, et peut-être avec de meilleures classes ou moins lourdes ou plus pratiques, accéléreront l'adoption de masse, espérons-le. Mais la blockchain aborde quelque chose de différent. Oui, donc la blockchain aborde la crédibilité et la propriété de l'apprentissage. Et donc, lorsque les dossiers éducatifs sont décentralisés, comme nous l'avons déjà dit, si les étudiants peuvent vraiment posséder leurs réalisations personnellement dans leur portefeuille, c'est une nouvelle possibilité également dans l'apprentissage et cela ouvre des écosystèmes d'apprentissage tout au long de la vie à l'échelle mondiale, où les connaissances peuvent être vérifiées, partagées et peut-être monétisées d'une certaine manière. La prochaine génération, avec tous les problèmes que nous avons actuellement, a besoin de créativité, de pensée critique et d'intelligence émotionnelle. C'est très important et nous ne mettons pas simplement à jour la salle de classe, nous construisons un réseau d'apprentissage mondial, vivant et adaptatif, où l'éducation devient personnelle grâce à l'intelligence artificielle, à la blockchain et à l'apprentissage spatial, participatif, persistant et tout au long de la vie. C'est la chose la plus importante et je crois que, par exemple, récemment, Le Brillant est juste obligé d'avoir pour nous l'éducation à l'intelligence artificielle et l'éducation numérique dans toutes les écoles, dans tous les domaines de l'éducation. Et je pense que ce que cela fait maintenant, c'est que nous apportons cela à tous les domaines de la vie parce que nous avons besoin d'un recyclage continu, mais des gens comme vous et moi apprennent toujours. Et je veux toucher un peu juste sur cette partie parce que nous sommes dedans. Je pense que nous avons une question de plus, mais je veux sous-ensemble ici et respecter votre temps. Alors, d'après votre expérience, surtout en ce qui concerne les écoles, les universités et en tant que chercheurs, comment pouvons-nous, parce que je pense que nous connaissons le problème. Le problème est, comme vous l'avez mentionné avec votre fille et moi avec mes enfants, et l'une des choses que j'ai découvertes était, d'abord, j'ai été choqué que mon fils ait terminé en premier l'université dans une des meilleures universités, et parlant de l'une des meilleures universités du monde, mais il n'avait aucune éducation en IA, n'avait rien en numérique, et puis j'ai commencé à faire des recherches, et j'étais, oh mon Dieu, ce n'est pas juste celui-là, il y a beaucoup d'universités. Donc, et je pense que c'est le problème, c'est bien sûr comment pouvons-nous, et par exemple, comme vous l'avez mentionné, les gens passent tous comme 5-10 heures sur les appareils, mais c'est surtout exclusivement dans les jeux qu'ils aiment, ou les YouTube, ou les Netflix, qui sont tous des entreprises de plusieurs milliards de dollars dans certains cas, des entreprises de 1000 milliards de dollars. Nous faisons face à un défi, mais ces outils peuvent aussi enrichir nos vies. Et aussi, cela crée un énorme défi en termes, par exemple, il y a un composant de, par exemple, nous avons les expériences réalité étendues les plus spéciales avec, comme vous l'avez mentionné,
la réalité virtuelle, la réalité augmentée, et je pense que vous en avez beaucoup parlé et écrit à ce sujet, à la fois dans votre livre et l'expérience métaverse, qui en partie, il y avait un battage médiatique autour de cela, mais c'est super important en termes de le mettre au premier plan et Web3. Alors, ce que j'aimerais faire, et cela nous amène en partie à cette question de, alors, quelles sont les compétences essentielles que nous pouvons réellement apporter aux dirigeants d'entreprise pour prospérer dans ce monde qui est incroyablement façonné par l'intelligence artificielle et le Web 3? Et surtout définir, je pense que l'une des choses que nous devons faire est de redéfinir les mythes, parce que les gens ont un mythe. OK, c'est le Web 3, c'est la crypto, c'est l'intelligence artificielle, c'est pour les geeks, mais à la fin de la journée, c'est beaucoup plus les compétences sont clés. Et comme vous l'avez mentionné, il y a beaucoup de dirigeants qui ont du mal à comprendre comment utiliser cela. Par exemple, vous avez même mentionné dans votre cadre la question autour de l'utilisation des données. La plupart des gens ne comprennent même pas comment utiliser correctement les données et ils donnent leurs données. Et puis, d'abord, je suis sûr que vous avez aussi ces cas où vous allez à une grande réunion importante et vous voyez quelqu'un utiliser le mot de passe 1, 2, 3, 4 et des choses comme ça. Donc, cela apporte beaucoup de risques en ce moment, mais aussi beaucoup d'opportunités. Donc, j'aimerais voir quel est votre rôle à la fois en tant que consultant, stratège et éducateur et chercheur. Ce sont les compétences les plus essentielles, mais aussi comment pouvez-vous le rendre réel? Parce que, bien sûr, nous avons été en train de parler, nous devons agir. Oh oui, nous devons agir. Et je dirais que la boîte à outils de leadership du 20e siècle n'est plus suffisante. Ouais, donc l'intelligence artificielle et le Web 3 ne changent pas les processus. Donc, ils les étendent et ils refaçonnent des chaînes de valeur entières et des écosystèmes. Ouais. Et donc, je dirais que les compétences les plus essentielles sont la curiosité, l'ouverture et l'apprentissage tout au long de la vie. Et donc, aujourd'hui, nous avons besoin d'être fluents en pensée systémique, donc les dirigeants devraient aussi le faire. Donc la capacité de voir non seulement la cause et l'effet, mais aussi les réseaux et les boucles de rétroaction et les modèles émergents. Donc c'est très important. Et puis les dirigeants ont également besoin de discernement technologique. Donc, het pas aan Solomon ce qu'un outil peut faire, mais ce qu'il devrait faire. Cela signifie donc avoir une boussole éthique suffisamment solide pour guider l'innovation, même lorsque le chemin est incertain. Il est donc facile de se déplacer vite, mais plus dur de le faire judicieusement. Il est donc vraiment nécessaire que les dirigeants soient sages de nos jours et peut-être le plus important est qu'ils doivent maîtriser la collaboration adaptative. Ainsi, aucun génie unique ne résoudra les défis à venir. Donc, cela prendra des équipes interdisciplinaires diverses et des humains et des machines à travers la culture et les secteurs. Et donc, les leaders doivent devenir des chefs d'orchestre, pas des commandants. Vous savez ce que je veux dire? Et donc, la plus grande idée fausse est que la connaissance technique seule sera suffisante. Donc, je dirais, oui, les leaders ont besoin d'assez de compréhension technique pour poser les bonnes questions, mais plus fondamentalement, ils ont besoin de sagesse sur les besoins humains, la motivation et les valeurs. Et donc, la littératie technique compte, oui, mais les véritables compétences essentielles pour l'avenir sont en réalité plus humaines que technologiques. Oui, c'est la partie centrée sur l'humain mélangée aux compétences là, qui est l'élément clé. Et aussi le plus difficile parce que, bien sûr, cela implique, je pense que le plus grand défi est que si vous voyez les 4 dernières révolutions industrielles, c'est qu'elles étaient très perturbatrices, mais elles ont quand même pris 50 ans, 20 ans. Même Internet a pris 20, 30 ans. Nous discutons à présent de choses qui prennent des mois, voire quelques années tout au plus. Donc, le Web 3 et la blockchain qui existent depuis 10 ans provoquent une perturbation invisible. Cependant, l'intelligence artificielle est beaucoup plus perturbatrice. Cela m'amène à ma dernière question, mais j'en ai une autre. Donc, en regardant en tant que futuriste aussi, et quelqu'un qui écrit et réfléchit à ces choses, pour les 5 à 10 prochaines années, il existe évidemment divers scénarios. Il y a des récits, et vous avez abordé l'intelligence artificielle générale en partie au début. Il y a des gens qui parlent de la conversion entre, bien sûr, l'intelligence générale augmentée avancée, ainsi que, bien sûr, il y a la convergence de l'intelligence artificielle, de la blockchain et des technologies réalité étendue ou Web 3.
Comment voyez-vous cette refonte de la société, surtout probablement dans une vision plus positive, car bien sûr, pour le moment, nous avons la vision de l'apocalypse et du positif. Et bien sûr, l'humanité se réinvente toujours, même avec tous nos défis. Oui, alors peut-être imaginer que la blockchain, l'intelligence artificielle et le métaverse étaient comme le café, le lait et le sucre. Oui, alors consommer individuellement, ils sont intéressants, mais si vous les consommez ensemble, vous créez une nouvelle boisson pour laquelle les gens sont prêts à dépenser beaucoup d'argent. Et donc, la même logique premium fonctionne aussi avec nos technologies. Donc, chacune de ces technologies est révolutionnaire en soi, mais ensemble, elles sont vraiment transformatrices. Donc, peut-être que c'est la façon la plus simple d'expliquer, mais nous sommes en train de bouger, quoi, vers ce que j'appelle la réalité programmable, et donc un monde où l'intelligence artificielle fournit de l'intelligence et la blockchain assure la confiance et aussi la propriété et la réalité étendue offre une expérience immersive. Oui, donc c'est l'avenir pour les 5 à 10 prochaines années. Bien sûr, donc l'intelligence artificielle est déjà là, donc c'est facile d'accès et c'est vraiment pertinent. Métaverse, c'est pas parti. Donc, c'est toujours là, surtout dans le domaine industriel, mais aussi dans l'éducation et ainsi de suite. Il y a donc des projets incroyables. Et la blockchain, oui, c'est une technologie d'efficacité, c'est une technologie de registre et cela crée de la confiance et de la crédibilité et cela continue. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent avec la blockchain en arrière-plan et tout cela arrive dans les 5 à 10 prochaines années. Donc, et ensemble, ils créent vraiment de nouvelles façons pour les humains de vivre, de travailler et de se relier. Et dans le domaine du travail, par exemple, nous irons bien au-delà de Zoom. Donc, peut-être que la prochaine fois, nous nous rencontrerons dans le métavers où nous pourrons vraiment collaborer ensemble avec des équipes. Et cela a du sens pour les grandes entreprises, les entreprises mondiales, car vous pouvez discuter spontanément, vous pouvez travailler ensemble sur des tableaux blancs et vous pouvez être guidé par l'intelligence artificielle qui non seulement traduit les langues TARS, mais aussi les nuances culturelles et les contributions au travail peuvent être récompensées par des jetons. Oui, donc cette combinaison ensemble est vraiment excitante et économiquement, nous verrons la création de valeur dans de nouveaux modèles d'affaires. Et ce que nous voyons déjà maintenant, par exemple, c'est la production de jumeaux numériques, non seulement pour le métavers industriel, mais aussi pour les industries de consommation, parce que les jumeaux numériques de n'importe quel produit physique, peuvent être une extension monétisable de ce que vous avez dans votre entreprise et créé par l'intelligence artificielle. Il peut être créé par l'intelligence artificielle et peut être sécurisé par la blockchain et peut être monétisé par la blockchain, comme nous l'avons vu avec les NFT. Mais peut-être que le changement le plus profond sera à notre système de connaissances, car l'infrastructure d'information sur laquelle nous nous appuyons aujourd'hui fléchit sous la complexité, n'est-ce pas? Et ces technologies ensemble permettront une nouvelle sorte d'intelligence collective, spatiale, immersive, interactive, vérifiable et dynamique. Et ce qui me donne de l'espoir, c'est que de plus en plus de personnes à travers les secteurs, les générations et les géographies reconnaissent ce moment pour ce qu'il est vraiment. Ce n'est pas seulement un défi technique que nous avons en ce moment, mais un choix de civilisation. Donc, nous l'avons dans la main et l'avenir est entre nos mains. C'est une excellente façon de le dire. J'adore la métaphore, elle devrait faire partie de notre quotidien. Cela fait partie de notre quotidien, mais en créant une utilité à partir de cela, nous ouvrons de nombreuses nouvelles opportunités et de nouvelles façons aussi. Pour conclure, et en ce qui concerne votre expérience personnelle sur le sujet que nous venons d'aborder, pouvez-vous nous en dire plus? Et j'aimerais surtout, à partir de ce que vous avez fait, donc vous avez fait des choses fantastiques, tant en termes de projets d'événements et aussi beaucoup de projets de créatifs innovants, comme les NFT Metaverse que vous avez mentionnés, des expériences immersives, et ainsi de suite. Quelles sont, je ne sais pas si vous voulez simplement mettre en évidence une ou deux expériences de ce qui crée plus de passion et d'engagement que vous voulez partager avec notre public. Je pense que ces histoires elles sont très importantes car nous apprenons à travers les histoires et nous nous impliquons dans les histoires et vous êtes
très bon sur la méthodologie, mais aussi vous faites des choses incroyables à ce niveau qui n'est pas facile à mettre, comme vous l'avez mentionné, des gens de l'art, des gens du business, et aussi créer une entreprise à partir de cela, ce qui est encore plus difficile. Faites les études de cas de votre choix et évoquez les sujets avec lesquels vous souhaitez encore engager notre public. Oui, donc la chose la plus importante est vraiment l'expérience pratique. Donc, on ne peut pas parler de NFT sans mettre en œuvre un portefeuille ou avoir un portefeuille. Donc, c'est essentiel et on ne peut pas parler du métavers si on n'a jamais été à l'intérieur du métavers. Et pareil pour l'intelligence artificielle. Donc, on ne peut pas parler de l'intelligence artificielle si on n'a jamais utilisé d'outils. Oui, mais il y a encore des gens dehors qui ont peur de l'intelligence artificielle ou qui ne l'ont jamais essayé. Oui, mais une fois que vous l'avez essayé et que vous avez cette expérience pratique, votre vie change. Oui, et c'est ce que nous avons fait avec les expositions d'art. Donc, c'était très facile parce que l'art peut visualiser tous ces sujets. Et donc, les gens étaient animés vraiment à télécharger un portefeuille MetaMask et à créer un jeton ou peut-être à acheter un jeton ou à vendre un jeton. Et nous avons construit des métavers d'entreprise pour de grandes entreprises afin que les employés puissent vraiment ressentir comment c'est de travailler de manière immersive. Et à la fin de la journée, oui, donc en comparaison avec le temps que nous avons maintenant, oui, donc nous avons cet iPhone à la main. Nous regardons l'iPhone toute la journée. L'informatique spatiale, c'est de la science-fiction qui devient réalité. Nous pouvons donc nous promener avec des lunettes de designer et grâce à la réalité augmentée. Et c'est ce que nous montrons également lorsque nous sommes avec des clients. Nous donnons donc les lunettes en main propre afin qu'ils puissent les essayer. Oui, nous sommes entourés par Internet. Nous sommes dans l'Internet plutôt que de simplement l'observer. Et avec l'intelligence artificielle, c'est pareil, oui. Alors d'abord, vous montrez les outils et les gens sont impressionnés parce que la plupart des gens ne connaissent que ChatGPT. Vous ne pouvez pas entendre parler de ChatGPT dans les rues, mais il existe de nombreux autres outils d'intelligence artificielle similaires. Alors, et cela m'excite beaucoup vraiment de travailler et de présenter ces outils, puis de voir comment les gens changent. Alors, le meilleur compliment que j'ai jamais reçu après une conférence, c'est quand une femme est venue me voir et a dit, donc, je me sens comme une néandertalienne numérique. Alors, je n'ai jamais entendu parler de tous ces sujets auparavant. Et c'est notre tâche, la mienne et la vôtre. Et aussi, oui, donc la tâche pour la société de lire, d'éduquer et de montrer ces outils afin qu'ils puissent travailler avec et en connaître et réaliser l'efficacité. Donc, tout cela rend la vie plus facile, mais aussi plus durable. Donc, d'abord numérique, puis production physique. Donc, c'est l'avenir, espérons-le. Laissez-ouais. C'est une merveilleuse façon de synthétiser et je pense aussi que j'aime provoquer les gens, je pense, donc pour les gens qui nous écoutent, ne soyez pas un moi numérique sous la serviette. Je pense que nous avons toujours besoin de monter au sommet. Bien sûr, ici, nous avons certaines des personnalités les plus en vue comme vous et je suis très reconnaissant de vous avoir ici aussi, de la façon dont vous traitez beaucoup d'informations de manière très pratique et aussi avec beaucoup de couches que je pense que nous pouvons tous apprendre avec Dr Annette. C'était un honneur de vous avoir ici